Le 22 juin 1941, l'aube du plus grand conflit terrestre de l'histoire éclate. Les colonnes blindées allemandes franchissent la frontière soviétique, suivant le plan Barbarossa, conçu pour écraser l'Union soviétique en quelques mois grâce à la rapidité et la surprise. Mais dès les premiers jours, le vernis de la Blitzkrieg s'effrite. Des champs de mines d'une ampleur jamais vue en Europe stoppent net les divisions de Panzer. Les routes sont jonchées de pièges invisibles. Chaque explosion immobilise un char. Chaque retard offre au commandement soviétique le temps de renforcer ses lignes ou de repositionner ses unités. La machine de guerre allemande, pourtant redoutable, se heurte à une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. La guerre sur le front de l'Est n'est pas une question de vitesse seule, mais de survie contre des obstacles mortels disséminés par millions. Plus de 70 millions de mines sont posées par l'armée rouge au cours de la guerre, dont près de 30 millions sont des mines anti-chars. Chaque pas de l'avancée allemande rencontre ces dispositifs explosifs qui transforment la terre en piège mortel. Les ingénieurs allemands, observant le carnage et les retards, comprennent vite que la Blitzkrieg, telle qu'imaginée à Berlin, est compromise. La solution doit être radicale, mécanique, implacable. À la fin de 1941, le Heereswaffenamt émet un cahier des charges précis. Créer une machine blindée capable de franchir les champs de mines, d'ouvrir un passage sûr pour les Panzers, tout en protégeant son équipage des explosions. Le poids maximal est fixé à 40 tonnes, la longueur à 10 mètres, et la largeur de la voie dégagée doit atteindre 3 mètres. Mercedes-Benz, Krupp et Alcat sont convoqués pour concevoir ce monstre de métal. Les ingénieurs relisent les plans, mais rapidement, les conventions sont balayées. Alcat, basé à Berlin, propose une solution qui semble tout droit sortie d'un délire mécanique. Un véhicule sur 3 roues géantes, capable de broyer les mines simplement par son poids. 2 roues motrices à l'avant, une roue pivotante à l'arrière pour la direction, chacune mesurant plus de 2,5 mètres de diamètre, presque à la hauteur d'un plafond moyen d'appartement. Chaque roue est entourée d'une chaîne articulée en acier massif, conçue pour écraser les explosifs et pouvoir être remplacée sur le terrain. Le moteur, un MYBCH HL120 de 11,9 litres et 300 chevaux, est installé transversalement à l'arrière, avec 2 radiateurs et des prises d'air protégeant la mécanique du sable et des éclats. Le blindage inférieur double, 40 mm plus 20 mm avec un espace d'air d'1 mètre, offre la seule protection contre l'explosion des mines, tandis que la tourelle minuscule, armée de 2 MG-34, sert uniquement contre l'infanterie qui oserait s'approcher. En août 1942, le prototype, désigné VS-KFZ 617, sort des ateliers. 50 tonnes de métal, dépassant toutes les limitations initiales. Le premier test sur le polygone de Kummersdorf révèle l'ampleur du défi. La machine avance lentement, la direction réagit avec un retard constant, les roues s'enfoncent dans la terre meuble et le moteur hurle pour faire avancer la colossale carcasse. La théorie semble parfaite sur le papier, mais la pratique est implacable. La vitesse maximale atteint à peine 10 km/h sur route dure, et quelques kilomètres sur terrain accidenté suffisent à immobiliser le monstre. Krupp, observant le travail d'Alca, décide de relever le défi à une échelle encore plus gigantesque. L'objectif ? Créer une machine encore plus massive, capable de nettoyer un champ de mines plus large et de surmonter toutes les limites imposées par la physique. Leur projet, le Romer, pèse 130 tonnes, dispose de 4 roues géantes et d'une structure articulée en 2 sections, chacune équipée de son moteur MBCH HL90 de 360 chevaux pour un total de 720 chevaux. La largeur du passage est théoriquement impressionnante, mais les roues étroites et le système articulé rendent la coordination impossible, et le véhicule se révèle presque aussi lent et instable que le VS-KFZ 617. Le front de l'Est, entre-temps, continue de dévorer le temps et le matériel allemand. Les Panzers s'arrêtent encore, et chaque retard devient une plaie stratégique. Les inventions d'Alca et de Krupp, malgré leur taille colossale et leur puissance théorique, sont à peine testées sur le terrain. Le chaos mécanique prend le pas sur le génie. Les prototypes finissent par rester sur le polygone, témoins silencieux de ce que pourrait être l'ingénierie militaire poussée à l'extrême, mais incapable de résoudre le problème fondamental.
Un champ de mine n'est pas simplement une question de poids ou de puissance. C'est un piège qui exige rapidité, précision et adaptabilité, des qualités que ces monstres n'ont jamais possédées. La première partie se termine sur cette image. Les machines, gigantesques et imposantes, immobiles sur le polygone, témoins muets d'une ambition allemande sans limite, mais tragiquement inefficace. Le front de l'Est continue, impitoyable, et l'histoire de ces monstres ne fait que commencer. Alors que les premières lignes du front de l'Est continuent de se heurter aux mines soviétiques, le VSK FZ-617 devient le centre de toutes les attentions dans les ateliers d'Alcat et sur le polygone de Kummersdorf. Les ingénieurs observent avec un mélange de fascination et d'inquiétude le colosse de 50 tonnes, dont chaque roue pourrait presque engloutir un soldat. La mécanique est complexe. La roue arrière pivotante contrôle la direction grâce à un système de poulies et de chaînes qui transmettent le mouvement aux chaînes articulées recouvrant les roues avant. Chaque rotation du volant exige une coordination parfaite, mais la lenteur de la réaction révèle une vérité inquiétante. Ce monstre est imprévisible. Le test commence par une pente douce, recouverte de terre meuble, simulant un champ de mine réel. Le moteur MYBCH HL120, puissant sur le papier, émet un rugissement strident tandis que les roues avant commencent à mordre le sol. La machine avance, mais les chaînes, conçues pour écraser les mines, créent une inertie énorme. La moindre correction du volant provoque un retard, et l'arrière de l'engin tangue dangereusement. Les ingénieurs notent chaque détail. Vibrations excessives, zones de pression irrégulières, difficulté à maintenir une trajectoire droite. Le monstre n'est plus simplement un véhicule, il devient un défi mécanique vivant, presque imprévisible. L'attaque simulée sur une vraie mine anti-char met à l'épreuve tout le concept. Le VSK FZ-617 s'avance, sa suspension massive absorbe le choc initial, mais l'onde de l'explosion traverse le double plancher, atteignant le compartiment de l'équipage. Les deux hommes à l'intérieur, le conducteur et le tireur, subissent une violente contusion, incapables de continuer sans assistance médicale. Ce résultat choque même les concepteurs. Le blindage, pensé pour protéger contre les explosions, révèle ses limites. L'idée d'écraser les mines avec la seule masse du véhicule rencontre une limite que la science et la physique imposent brutalement. Malgré ces difficultés, la machine poursuit ses tests sur différents types de terrains. Sur le sable, les chaînes s'enfoncent profondément et le VSK FZ-617 s'immobilise, nécessitant une intervention manuelle pour se dégager. Sur le gravier, la trajectoire se dévie dangereusement et le risque de basculement devient réel. Les ingénieurs tentent des ajustements, modification de l'angle des chaînes, réglage de la tension et de la réactivité de la roue arrière, mais rien ne parvient à résoudre la lenteur et l'instabilité. Chaque modification révèle de nouvelles contraintes. Trop de poids sur une roue et le véhicule se bloque. Trop d'ajustements sur la chaîne et le mécanisme casse. L'armement, une petite tourelle avec 2 MG34, semble presque symbolique. Les essais montrent que l'équipage peut repousser un soldat isolé, mais toute attaque organisée ou tir d'artillerie rend le véhicule vulnérable. Les Panzers qui suivraient le VSK FZ-617 doivent rester à distance prudente, sinon la colonne entière pourrait être bloquée. L'efficacité sur le champ de bataille devient un dilemme. Un monstre capable d'écraser quelques mines en toute sécurité, mais lent et difficile à manœuvrer, pourrait devenir un piège pour l'armée elle-même. Malgré toutes ces limites, les militaires continuent à suivre les tests avec espoir et scepticisme mêlés. Chaque essai révèle des aspects de la machine jamais imaginés auparavant. La manière dont le poids se répartit, la réaction du moteur, les contraintes sur les chaînes et la fragilité du conducteur face aux secousses. L'engin, conçu pour résoudre un problème stratégique crucial, devient en réalité un laboratoire roulant, un espace où la théorie rencontre les contraintes brutales du monde réel. L'incapacité du VSK FZ-617 à fonctionner efficacement sous des conditions réalistes de combat devient évidente à la fin des tests. Le monstre reste sur le polygone, inerte, couvert de poussière et de boue séchée. Les ingénieurs, pourtant passionnés, savent que ce prototype ne verra jamais le front. Mais la leçon est claire.
Le génie mécanique peut pousser les limites de l'ingénierie, mais il ne peut pas toujours résoudre les défis imposés par la nature et la guerre. Alors que les Panzers continuent de s'arrêter sur les champs de mines soviétiques, le VSKFZ 617 demeure une montagne de métal fascinante, effrayante et tragiquement inutile. Les premiers rapports circulent à Berlin, et la presse allemande murmure déjà sur cette machine insolite qui pourrait, en théorie, changer le cours de la guerre, si seulement elle pouvait bouger correctement. À la fin de 1943, face aux limites catastrophiques du VSKFZ 617, Krupp décide de pousser l'ingénierie à un extrême encore plus audacieux. Le projet Romer n'est plus un véhicule classique. C'est un monstre articulé, long de plus de 15 mètres, haut de 4 mètres et pesant 130 tonnes. Deux sections reliées par un pivot central permettent à la machine de fléchir jusqu'à 44 degrés, offrant une théorique capacité de franchissement des terrains accidentés, mais transformant chaque manœuvre en un défi quasi impossible à contrôler. Chaque section dispose de son moteur MBCH HL90 de 360 chevaux, totalisant 720 chevaux pour un colosse dont l'adhérence au sol reste problématique. Les 4 roues de plus de 2,5 mètres de diamètre, recouvertes de segments métalliques massifs, sont conçues pour écraser tout obstacle. Mais la largeur de chaque roue et leur articulation complexe réduisent considérablement la stabilité. Le centre de gravité se déplace constamment lors des virages, et les ingénieurs commencent à comprendre que coordonner les deux sections devient un travail d'horloger sous pression extrême. Le premier déplacement sur le polygone révèle l'ampleur du défi. Sur un sol légèrement meuble, les roues arrière s'enfoncent de dizaines de centimètres, obligeant l'équipage à utiliser des treuils pour dégager la machine. Chaque tentative de virage crée un effet de torsion sur le pivot central, et la structure géante craque sous l'effort. Les simulations sur des terrains plus fermes montrent que la vitesse maximale théorique de 25 km/h est inatteignable. Dans la pratique, le Romer progresse lentement, à peine à la vitesse d'un piéton, malgré les 720 chevaux concentrés sur ses 4 roues massives. Les essais de franchissement de mines se révèlent encore plus problématiques. La machine avance, chaque roue écrase partiellement les explosifs, mais la largeur des bandes dégagées laisse des zones non couvertes où les chars suivants pourraient exploser. La coordination entre les deux sections devient critique. Un retard dans la section arrière peut provoquer un blocage complet. L'équipage, composé de 8 hommes répartis dans les deux sections, subit des secousses violentes à chaque explosion, testant la résistance des suspensions et la ténacité des sièges amortis. Les résultats sont sans appel. Le Romer est imprévisible, extrêmement lent, et dangereux pour ceux qui le pilotent. La structure articulée, pensée pour contourner les obstacles, se transforme en piège. Sur un terrain incliné ou irrégulier, la torsion excessive du pivot menace de briser les articulations et de rendre le véhicule inutilisable. Les ingénieurs tentent plusieurs ajustements, modification des angles, renforcement des chaînes, recalibrage des moteurs, mais chaque modification engendre de nouveaux problèmes. Le poids colossal et la complexité mécanique dépassent les possibilités de l'époque. Le blindage, conçu pour protéger contre les mitrailleuses et les explosions de mines, révèle ses limites face aux armes anti-chars. Une attaque simulée avec un canon de 76 mm traverse facilement la structure. Les petites tourelles, équipées de mitrailleuses MG34, ne servent qu'à repousser de l'infanterie isolée et ne représentent aucune menace pour les défenses ennemies. La machine, malgré son gigantisme et sa puissance théorique, devient un objet vulnérable, lent et presque impossible à manœuvrer en situation réelle de combat. Pourtant, les essais attirent l'attention des militaires et des ingénieurs alliés. Les rapports indiquent un exploit d'ingénierie, mais un échec pratique total. Les images et les descriptions du Romer circulent. 130 tonnes d'acier, 4 roues gigantesques, structure articulée, un monstre mécanique conçu pour écraser tout sur son passage, mais incapable de remplir sa mission. Le paradoxe est cruel. Plus ambitieuse que le VSKFZ 617, cette machine incarne à la fois le génie et la folie de l'ingénierie militaire allemande. À la fin des essais, le Romer reste immobile sur le polygone, un colosse silencieux. L'hiver approche,
Le front recule et l'armée allemande abandonne le projet. Les machines, trop lentes et dangereuses, ne verront jamais le champ de bataille. Pourtant, leur présence imposante et leur potentiel destructeur fascinent et terrifient tous ceux qui les observent. Le Romer et le VSKFZ 617 restent comme témoignage du rêve impossible de dominer la mort par le poids et le métal. Alors que les prototypes se trouvent encore sur les polygones allemands, la réalité du terrain révèle les limites impitoyables des monstres mécaniques. Le VSKFZ 617 et le Romer, conçus pour écraser les champs de mines soviétiques, montrent rapidement qu'aucune théorie ne peut compenser les défis pratiques de la guerre. Les essais prolongés en conditions simulées se transforment en un véritable cauchemar pour les conducteurs et les ingénieurs. Chaque déplacement exige une attention extrême. Chaque manœuvre comporte un risque de basculement ou de blocage. Le VSKFZ 617, déjà fragile sur terrain meuble, se révèle incapable de franchir les zones irrégulières sans intervention constante. L'équipe doit utiliser des treuils, des câbles et parfois l'aide d'autres véhicules pour le dégager, chaque opération prenant des heures. Les secousses transmises aux conducteurs et aux tireurs provoquent des contusions sévères, démontrant que la protection du double plancher et du mètre de hauteur sous le châssis n'est pas suffisante pour un usage réel. Les explosions simulées de mines révèlent également une limite inattendue. La vibration des chaînes entraîne des dommages aux mécanismes internes, exigeant des réparations fréquentes et compliquées. Le Romer, malgré sa puissance colossale et ses 4 roues massives, devient un défi encore plus complexe. La coordination des 2 sections articulées se montre quasi impossible sur tout terrain accidenté. Les virages provoquent des torsions extrêmes sur le pivot central, mettant à rude épreuve les joints et la structure. Les moteurs, poussés à leur maximum, s'épuisent rapidement et la vitesse théorique de 25 km/h n'est jamais atteinte. Sur les sols meubles, les roues s'enfoncent jusqu'à 1 mètre, immobilisant le véhicule et exposant l'équipage à des secousses violentes, presque insoutenables. La largeur des bandes dégagées par les roues, censées assurer un passage sûr, s'avère insuffisante. Les chars et l'infanterie suivant le Romer risquent de déclencher les mines laissées intactes entre les traces étroites. Chaque tentative de correction, ajustement des angles des roues, recalibrage des moteurs, modification des chaînes, engendre de nouvelles contraintes et de nouveaux risques. La machine, conçue pour dominer les champs de mines, devient un piège en soi, incapable d'assurer un passage continu et sûr. Face à ces échecs répétés, le commandement allemand doit faire un choix stratégique. Les 2 monstres, malgré leur puissance impressionnante, ne peuvent être déployés en première ligne. La lenteur, la fragilité et la vulnérabilité aux tirs ennemis les rendent inutilisables. Des simulations avec des canons de 76 mm montrent que même à distance, les machines peuvent être neutralisées en quelques secondes. La petite tourelle armée de mitrailleuses MG-34, suffisante contre l'infanterie isolée, ne représente aucune protection contre une attaque organisée. Au fil des mois, la conclusion devient inévitable. Ni le VSKFZ 617, ni le Romer ne verront le front. Les prototypes sont laissés sur leurs polygones respectifs, parfois sous la neige, parfois sous le soleil d'été, témoins silencieux d'un génie mécanique poussé à l'extrême, mais condamné par les lois de la physique et les exigences du combat réel. Les ingénieurs, pourtant brillants, réalisent que la tentative de dominer les champs de mines par la seule force brute a échoué. Le temps continue de passer et la guerre approche de son dénouement. Les monstres restent immobiles, leurs roues gigantesques couvertes de poussière et de boue séchée. Chaque explosion de mine testée démontre que, malgré la protection du blindage et la conception sophistiquée, ces machines restent vulnérables et dangereuses pour leurs propres équipages. Le front de l'Est continue de dévorer hommes et matériel, mais ces géants de métal, créés pour changer le cours des opérations, restent impuissants, capturant l'imagination autant qu'ils révèlent les limites de l'ingénierie militaire. Alors que l'armée allemande recule sur tous les fronts, les 2 géants mécaniques restent abandonnés sur leur polygone. Le VSKFZ 617, pesant 50 tonnes, est découvert par l'avancée des troupes soviétiques en avril 1945 sur le terrain de Kummersdorf. Le véhicule, recouvert de poussière et de débris, semble figé dans le temps.
témoin silencieux des ambitions démesurées de ses créateurs. Les ingénieurs soviétiques, intrigués par ce prototype, entreprennent immédiatement son étude, notant chaque détail de sa construction et de son mécanisme de roue articulée. Le rapport final, dressé le 31 juillet 1947, confirme ce que tous avaient pressenti. La machine, bien que protégée par un double plancher et des roues massives, ne pourrait jamais survivre à un vrai champ de mines. Les essais sur des munitions réelles montrent que l'équipage subit toujours des contusions sévères et que la largeur des traces laissées par les roues ne permet pas un passage sécurisé pour l'infanterie ou les chars. Les ingénieurs soviétiques comprennent que le concept, bien qu'ingénieux, est fondamentalement limité par les lois physiques et la masse colossale du véhicule. Pendant ce temps, le Römer de Krupp, pesant 130 tonnes, est capturé par la 30e division d'infanterie américaine le 17 avril 1945 sur le polygone de Hillers. Les Alliés, frappés par sa taille et sa complexité, le décrivent dans la presse comme l'une des plus grandes constructions terrestres jamais réalisées par l'homme. La machine, longue de plus de 15 mètres et articulée en 2 sections, impressionne par son gigantisme, mais ses essais révèlent les mêmes faiblesses que celles constatées par les Allemands. Vitesse ridicule, maniabilité quasi nulle et vulnérabilité totale aux tirs d'artillerie. Les techniciens américains tentent de comprendre la logique de sa conception. Les 4 roues massives et les chaînes destinées à écraser les mines fonctionnent bien en théorie, mais la coordination des 2 sections est impossible à maintenir sous conditions réelles. Sur terrain meuble, les roues s'enfoncent, les moteurs peinent et la machine se bloque régulièrement. Les angles de torsion imposés au pivot central provoquent des contraintes extrêmes sur la structure. Les essais montrent clairement que la machine ne peut pas être déployée en combat réel sans risque de destruction instantanée ou de blessures graves pour l'équipage. Ces découvertes, combinées aux observations soviétiques sur le VS-KFZ 617, confirment l'échec absolu des projets allemands. Les monstres, conçus pour écraser les champs de mines et changer le cours de la guerre, se révèlent incapables de remplir leur mission. Leurs créateurs avaient poussé l'ingénierie à ses limites, mais la guerre et la physique ont eu le dernier mot. Les machines sont démontées ou transportées vers des dépôts alliés pour études, mais aucune ne voit le front. Pourtant, ces colosses mécaniques laissent une trace durable dans l'histoire de l'ingénierie militaire. Leur gigantisme, leur ambition et leur folie conceptuelle fascinent toujours les spécialistes et le public. Les monstres de métal, immobiles sur les polygones, restent des symboles de la créativité extrême et des erreurs stratégiques. Les archives photographiques et les rapports détaillés permettent de revivre ces expériences incroyables, témoignant de ce que la guerre peut inspirer comme inventions audacieuses, mais également comme échecs monumentaux. Aujourd'hui, alors que nous contemplons ces machines à travers les documents et les photographies, il est difficile de ne pas ressentir un mélange d'admiration et de consternation. 2 monstres de 180 tonnes au total, conçus pour dominer le terrain et écraser toute résistance, restent immobiles, silencieux, et pourtant capables de captiver l'imagination de tous ceux qui découvrent leur histoire.